Pour sauver ma sœur mourante, j'ai épousé un milliardaire qui n'avait plus que 7 mois à vivre. Une nuit, j'ai vérifié ses flacons de médicaments et j'ai réalisé que quelqu'un l'empoisonnait lentement. Appréciez ma nouvelle histoire. Je me tenais dans la cuisine d'un milliardaire à 2h14 du matin, tenant une capsule de supplément à la lumière au-dessus de la cuisinière, comme si c'était un diamant que j'essayais d'évaluer. Sauf que les diamants ne font pas trembler vos mains. Les diamants ne vous font pas oublier de respirer. J'ai ouvert la capsule sur une serviette en papier. Une de ces serviettes épaisses et chères qui absorbent vraiment les choses. Pas le genre de station-service qui ne fait que barbouiller de l'eau. La poudre à l'intérieur était mauvaise. Trop fine, légèrement jaune là où elle aurait dû être blanche. J'avais passé 4 ans derrière le comptoir d'une pharmacie CVS à Terre Haute, Indiana, à compter des pilules, à trier des flacons, à attraper les erreurs de prescription occasionnelles, avant qu'elle ne tue quelqu'un. Je savais à quoi ressemblaient les suppléments de qualité commerciale. Et ce n'en était pas un. Mes pieds étaient gelés sur le sol en marbre. Je portais de la laine, des chaussettes et un cardigan que j'avais emprunté dans le placard de mon mari, il y a 3 semaines, et que je n'avais jamais rendu parce qu'il sentait le cèdre et les vieux livres. Et c'était le vêtement le plus confortable que j'ai jamais porté. Mon mari, ce mot avait encore un goût étrange dans ma bouche, comme mordre dans un raisin et obtenir une cerise. Mais je dois remonter, très, très loin. Parce que cette histoire ne commence pas dans la cuisine d'un milliardaire à 2h du matin. Elle commence dans une chambre d'hôpital à Bloomington, Indiana, avec ma petite sœur branchée à plus de tubes et de fils qu'un panneau de contrôle de la NASA. Nathalie avait 26 ans, réceptionniste dans une clinique de podologie, le genre de personne qui se souvient du nom de chaque chien dans sa rue, mais oublie de payer sa facture d'électricité. 14 mois avant que je ne me tienne dans cette cuisine, on lui a diagnostiqué une anémie aplasique. Sa moelle osseuse s'est arrêtée comme si elle avait pointé et n'avait pas laissé d'adresse de suivi. Les médecins ont trouvé un donneur non apparenté compatible. Un miracle en soi, nous ont-ils dit, comme gagner à une loterie très spécifique et très déprimante. Mais la greffe nécessitait un protocole post-greffe expérimental que l'assurance ne couvrait pas. Coût total de votre poche, 287 000 $. Je le répète, 287 000 $. Nous avons tout essayé. GoFundMe a récolté 11 400 $, ce qui semble beaucoup jusqu'à ce que vous vous souveniez qu'il fallait 287 000 $. J'ai vendu les bijoux de notre mère, sa bague de fiançailles, les boucles d'oreilles en perles, le bracelet en or que papa lui a offert pour leur 20e anniversaire. Tout cela réuni 4 200 $. Nathalie a pleuré quand je le lui ai dit. Je lui ai dit que maman les aurait vendus elle-même, ce qui était vrai. Et cela m'a aussi fait pleurer dans le parking de Walmart pendant 20 minutes dans la voiture, fenêtre fermée, comme une personne civilisée. C'est là que Philippe Lott m'a appelé. Philippe était un avocat spécialisé en succession à Carmel, Indiana, associé chez Lott & Becker-Herman, le genre de cabinet où la salle d'attente a des chaises en cuir et des bouteilles d'eau en verre. Il a dit qu'il avait un client, Clive Hargrove. Eh bien, je l'appellerai Clive. C'est assez proche. Et je n'ai pas besoin que sa vraie famille me traîne en justice avec une mise en demeure. 68 ans. A bâti une entreprise de logistique de stockage frigorifique à partir de rien. Logistique de la chaîne du froid à travers le Midwest, d'une valeur d'environ 1,1 milliard de $. Clive avait été diagnostiqué avec une cholangite biliaire primitive,
une maladie auto-immune du foie. Ses médecins lui donnaient 6 à 9 mois. Clive voulait un compagnon, quelqu'un pour être présent chez lui, coordonner avec son équipe de soins, lui tenir compagnie pendant le temps qu'il lui restait, pas une infirmière. Il avait Bridget pour les choses pratiques, une personne, quelqu'un qui mangerait le petit déjeuner avec lui et lui parlerait comme à un être humain plutôt qu'à un patient. En échange, l'accord de mariage financerait le traitement de Nathalie et me laisserait 1,2 million de dollars de la succession, plus 24 mois d'occupation dans la maison d'hôte. Philippe a été très clair. C'est un arrangement légal, pas une histoire d'amour. J'ai dit, Philippe, mon compte courant a 340 $ dedans. Ma sœur est en train de mourir. Vous auriez pu me dire que l'arrangement impliquait de lutter contre des alligators, et j'aurais demandé à quelle heure. Il n'a pas ri. Le mariage a eu lieu au palais de justice du comté de Hamilton un jeudi. Philippe Lott était le témoin. Je portais une robe bleu marine que j'avais achetée chez TJ Maxx pour 47 $, parce que l'étiquette disait « appropriée pour les événements professionnels ». Et j'ai pensé que se marier avec un milliardaire que vous n'aviez jamais rencontré se qualifiait. Mon quelque chose d'emprunté était la barrette de ma sœur. Mon quelque chose de bleu était mon relevé bancaire. Clive m'a serré la main après que nous ayons signé les papiers. Sa poigne était plus faible que je ne m'y attendais. Ses mains tremblaient. Pas beaucoup, juste assez que lorsqu'il a pris son café après, il en a renversé sur le bord sur son poignet. Il a regardé ses mains comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre, comme si elles l'avaient trahi. 3 mois plus tôt, ses mains avaient signé un accord d'acquisition de 40 millions de $. J'ai conduit derrière sa voiture jusqu'à la maison, à Zanesville. J'ai suivi son Lincoln Navigator noir sur l'I-465 dans ma Kia Forte 2019 avec la bosse sur la porte arrière passager quand Nathalie a percuté une boîte aux lettres. Le navigateur s'est engagé dans une allée fermée, je me suis engagée derrière. Et juste comme ça, j'étais mariée à un homme dont la facture d'eau mensuelle coûtait probablement plus cher que mon paiement de voiture. Ok, attendez. Avant de continuer, je veux vous entendre. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez en ce moment et quelle heure il est là-bas. Je lis chacun d'entre vous et c'est fou combien d'entre vous sont debout à 2 heures du matin. Je le respecte. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le maintenant car cette histoire n'a guère commencé. Et elle est sur le point de devenir beaucoup plus compliquée. Alors bref, la maison, Seigneur, la maison, 6200 pieds carrés dans un quartier où les boîtes aux lettres avaient de petites lampes. Le hall d'entrée avait un lustre, le hall d'entrée. J'ai grandi dans une maison où le hall d'entrée était 3 pieds de linoléum entre la porte d'entrée et la pile de chaussures. Et me voici debout sous un lustre qui coûtait probablement plus cher que mon éducation. Cela n'a rien à voir avec l'histoire. Mais cette maison avait une bibliothèque avec une échelle roulante comme dans les films, comme dans La Belle et la Bête. Je l'ai escaladée la première semaine. J'ai perdu l'équilibre et j'ai agrippé l'étagère du haut si fort que j'ai fait tomber un livre de 300 $ sur l'Empire ottoman. Il m'a frappé à l'épaule. Personne ne l'a vu arriver. J'ai remis le livre. Je ne l'ai dit à personne jusqu'à maintenant. De rien. Ok. Désolé. Retour au cauchemar. La première personne que j'ai rencontrée dans cette maison était Bridget Kellner, 54 ans, célibataire, sans enfant. Elle était la gestionnaire de succession et coordinatrice des soins personnels de Clive depuis 17 ans. 17. Elle savait où se trouvait chaque boîte à fusibles, quel plombier appeler le week-end,
comment Clive aimait ses œufs, quel médecin traitait quelle maladie, et la marque exacte de café décaféiné qu'il buvait depuis 2009. Elle était le système circulatoire de cette maison, et elle le savait. Elle m'a souri quand je suis entrée, de la manière dont un réceptionniste d'hôtel vous sourit quand vous demandez des serviettes supplémentaires. Professionnel, pas personnel, comme si j'étais une invitée, qui allait bientôt partir. « Vous devez être la femme », a-t-elle dit. Pas « vous devez être Rachel », pas « bienvenue la femme », avec une petite pause avant le mot, comme si elle décidait d'utiliser des guillemets. « Maintenant, ma chérie, je veux que tu comprennes quelque chose à propos de Bridget. » Elle n'était pas impolie. L'impolitesse aurait été facile à gérer. L'impolitesse, j'aurais pu en parler à Nathalie, et nous aurions pu rire. Bridget était pire que grossière. Elle était compétente. Elle était indispensable, et elle savait avec la confiance tranquille d'une femme qui dirige la vie de quelqu'un d'autre depuis près de 2 décennies, que j'étais temporaire. La première semaine a été une période d'orientation. Bridget m'a montré où se trouvaient les choses avec le sérieux d'une personne expliquant un micro-ondes à un Golden Retriever. Voici la cuisine. Voici la buanderie. Voici le programme de Clive. Voici quand il fait la sieste. Voici ce qu'il ne peut pas manger. Voici la salle des médicaments. La salle des médicaments. Je veux que vous vous souveniez que c'était un garde-manger de majordome converti, à côté du couloir principal. À l'intérieur, un comptoir, un mini-réfrigérateur pour les médicaments sensibles à la température et 3 étagères de flacons, de médicaments sur ordonnance, de suppléments, de vitamines. Bridget préparait les pilules de Clive tous les dimanches soirs, dans un grand organisateur hebdomadaire. 14 pilules et capsules par jour. Elle les triait, elle les distribuait, elle lavait l'organisateur, elle le remplissait. Personne d'autre n'y touchait. Et la porte avait une serrure, la seule porte verrouillée de toute la maison. Quand j'ai posé la question avec désinvolture, comme si je faisais juste la conversation, elle a dit « raison de responsabilité. Si quelque chose était mélangé, je dois savoir que c'est de ma faute, pas parce que quelqu'un est entré et a heurté une étagère. » Moi. Cela avait du sens à l'époque. La 2e semaine, j'ai eu ma première vraie conversation avec Clive. Pas les échanges polis que nous avions eus au petit déjeuner et passé le sucre. Comment avez-vous dormi, mais une vraie conversation. Il était assis dans la bibliothèque, celle avec l'échelle sur laquelle j'avais failli mourir, lisant un livre sur les naufrages du XVIIIe siècle. Il avait cette tasse en céramique bleue, ébréchée dans laquelle il buvait son décaféiné chaque matin. Et je jure que cet homme aurait listé cette tasse dans son testament, si Philippe l'avait laissé faire. Il m'a interrogé sur Nathalie, pas de manière superficielle. Il a demandé ce qu'elle était, ce qu'elle aimait faire, si elle avait peur. Et quand je lui ai parlé de GoFundMe, de la vente des bijoux de maman, de Nathalie essayant de faire des blagues depuis son lit d'hôpital, même lorsqu'elle était branchée à une poche de plaquettes sanguines d'une autre personne, il a écouté. Il n'a pas interrompu. Il n'a pas offert de conseils. Il a juste écouté. Et quand j'ai eu fini, il a dit « Elle ressemble à une personne qui vaut la peine de se battre. » Puis il m'a demandé si j'aimais la coriandre. J'ai dit « Je préférerais manger une bougie. » Il l'a écrit sur un petit bloc-notes qu'il gardait à côté de son fauteuil de lecture. L'a écrit « Pas de coriandre », comme si ça comptait, comme si j'avais de l'importance. Et quelque chose dans ma poitrine a fait une chose à laquelle je n'étais pas préparée. Et j'ai dû regarder l'étagère pendant 1 seconde, jusqu'à ce que ça passe. Maintenant, Graham.
Graham Hargrove, le fils unique de Clive de son premier mariage. 41 ans. Courtier en immobilier commercial à Scottsdale, Arizona. Conduisait un Porsche Cayenne gris métallique. Portait des mocassins sans chaussettes en octobre. Le genre d'homme qui dit « Revenons-y ». Dans une conversation décontractée, il s'est présenté sans prévenir un samedi. Pas d'appel, pas de préavis, juste une voiture de location dans l'allée et un coup à la porte, qui ressemblait à une convocation judiciaire. Il m'a regardé comme on regarde quelque chose au fond de sa chaussure. Cet homme a conduit de Scottsdale à Zanesville, Indiana, pour me dire que j'étais une chercheuse d'or dans une Porsche Cayenne sans chaussettes en octobre. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la servir sur du pain grillé. Il a attendu que Clive Eichel se reposait, puis m'a entraîné dans le couloir, s'est tenu trop près, a baissé la voix dans ce registre que les hommes utilisent quand ils veulent vous faire sentir petite. « Je ne sais pas quel arrangement vous pensez avoir avec mon père, » a-t-il dit. « Mais j'ai des avocats, de bons avocats, et je vous promets que quoi que vous pensiez obtenir de tout cela, vous n'obtiendrez rien. » Puis il a fait glisser une carte de visite sur la table du couloir. Le nom de son avocat en relief comme si cela était censé m'effrayer. « Ma chérie, j'ai travaillé dans une pharmacie de détail pendant la saison de la grippe. Un homme avec une carte de visite n'allait pas gâcher ma journée. Mais voici ce que je ne savais pas. Ce que nous ne savions pas. Pas Graham, pas moi, pas même Clive. » Bridget avait dit à Graham que le nouvel accord de mariage avait réduit son héritage, que Rachel j'avais convaincu son père mourant de réécrire le testament en ma faveur, que la part de 60% de Graham dans la succession avait été réduite à presque rien. Rien de tout cela n'était vrai. L'héritage de Graham n'avait pas changé d'un seul dollar. Bridget lui avait menti délibérément, stratégiquement, parce qu'elle avait besoin que Graham soit en colère. Elle avait besoin que Graham se concentre sur moi, parce que tant que tout le monde dans cette maison regardait la nouvelle femme, personne ne regardait la femme qui était là depuis 17 ans. Mais je ne le savais pas encore. Je savais juste qu'il y avait un homme sans chaussettes qui me menaçait dans un couloir. Une femme avec un sourire d'hôtel, verrouillant la salle des médicaments tous les soirs, et un mari dont les mains tremblaient quand il prenait son café. Et quelque part à Bloomington, ma sœur manquait de temps. 3 semaines plus tard, la maison de Zanesville avait pris un rythme. Ou peut-être que c'était moi. Je ne sais pas quand c'est arrivé. Quand j'ai cessé de me sentir comme une intruse et que j'ai commencé à me sentir comme une résidente, cela s'est glissé sur moi, la façon dont on ne remarque pas la fin de l'été, jusqu'à ce qu'un matin on ait besoin d'un pull. Les matins, c'était Clive et moi. Café dans la cuisine, sa tasse bleue ébréchée, ma tasse Target qui disait « Pas aujourd'hui », que j'avais apportée de mon appartement parce que je n'allais pas boire dans une tasse qui coûtait plus cher que mon téléphone. Il lisait. Je faisais défiler les nouvelles. Parfois nous parlions, parfois non. Et le silence n'était pas inconfortable. C'était le genre de silence que l'on n'obtient qu'avec des gens en qui l'on a confiance, ce qui était déroutant car je connaissais cet homme depuis 21 jours et je l'avais épousé pour de l'argent. Ma grand-mère disait « Regarde comment une personne traite les gens dont elle n'a plus besoin. Cela te dit tout. » Clive traitait la femme de ménage comme une collègue. Il donnait 20$ à chaque fois aux livreurs d'épicerie. Il demandait aux jardiniers le nom de leurs enfants. Et il me traitait, moi, l'étrangère qu'il avait légalement achetée pour sa compagnie,
comme une personne dont les opinions comptaient. Il m'a parlé de la construction de Harrow Cold Chain. Cela a commencé avec un seul camion frigorifique en 1987. Il l'a conduit lui-même pendant 2 ans, transportant des produits laitiers à travers l'Indiana, tandis que sa première femme, Gloria, s'occupait des livres depuis leur table de cuisine. Gloria est décédée d'un cancer des ovaires en 2011. Il parlait d'elle comme on parle d'une saison que l'on a aimée. Chaleureuse, spécifique, terminée, sans amertume, sans regret. Juste elle était merveilleuse et elle est partie. Et j'ai eu de la chance. J'ai 29 ans. J'étais mariée à un homme de 68 ans. Et la chose la plus romantique que l'on ait jamais faite pour moi était de se souvenir que je déteste la coriandre. Cela devrait probablement vous dire quelque chose sur mon historique de rencontres, qui honnêtement pourrait être sa propre chaîne YouTube. Une très courte, très triste. Mais voici ce qui a commencé à me déranger. Clive avait de mauvais jours. C'était attendu. La cholangite biliaire primitive est progressive. Les médecins l'ont dit. Le déclin était naturel. Mais les mauvais jours avaient un schéma. Pas un schéma vague, un emploi du temps. Les lundis, il allait bien. Les mardis, il commençait à ralentir. Rien de dramatique, juste moins d'énergie, un peu confus. Les mercredis, il s'effondrait. Fort, nausée, confusion, mains tremblant si fort qu'il ne pouvait pas tenir une fourchette. Une fois, il ne pouvait pas se souvenir du mot « fenêtre ». Il a juste pointé du doigt et a dit « le trou dans le mur ». Les jeudis étaient les pires. Il ne quittait presque pas son lit. Puis, le vendredi après-midi, comme par magie, il recommençait à aller mieux. Les samedis et dimanches, il était presque lui-même. Vif, drôle, présent. Je l'ai remarqué parce que j'étais là tous les jours. Je l'ai remarqué parce que j'avais passé 4 ans à surveiller les cycles de médicaments dans une pharmacie. Et mon cerveau était câblé pour repérer les schémas et les symptômes. Et je l'ai remarqué parce que je commençais à me soucier de cet homme d'une manière qui n'était pas dans le contrat. J'en ai parlé à Bridget avec désinvolture autour d'un café. Est-ce que ce qui l'empire toujours? En milieu de semaine. Elle n'a pas cligné des yeux. La maladie a des cycles. Son hépatologue l'a expliqué. C'est lié aux fluctuations des acides biliaires. Les mercredis, il reçoit ses suppléments les plus forts. Les mercredis, il reçoit ses suppléments les plus forts. Elle l'a dit comme si c'était une explication médicale, comme si c'était évident. Mais quelque chose dans la façon dont elle l'a dit, la façon dont les plus forts a atterri presque fièrement, est resté au fond de ma tête, comme une écharde que je ne pouvais pas atteindre. Bridget remplissait l'organisateur de pilules tous les dimanches soirs. Elle lui donnait le nouveau lot le lundi matin. Et elle avait mentionné une fois, presque en passant, qu'elle ajustait les concentrations tout au long de la semaine en fonction de ses niveaux d'énergie. À l'époque, cela ressemblait à des soins attentifs. Elle le surveillait. Elle était réactive. Elle faisait son travail. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Pourquoi ne pas aller voir la police tout de suite? Et honnêtement, avec quoi? Une intuition sur les vitamines? Un sentiment que les jours de semaine étaient suspects? Il m'aurait tapoté la tête et m'aurait dit de laisser les médecins s'en occuper. Et ils n'auraient pas eu tort. Je n'avais rien. Juste un schéma qui aurait pu être une coïncidence et qu'un pressentiment auquel je ne faisais pas confiance. Parce que, soyons honnêtes, qu'est-ce que je savais? J'étais une technicienne en pharmacie de Terry Ott
qui était dans ce monde depuis 3 semaines. Bridget gérait les soins de Clive depuis 17 ans. 17? Qui étais-je pour remettre cela en question? Alors, je ne l'ai pas fait. Pas encore. Puis Nathalie a appelé. C'était un jeudi, un des mauvais jours de Clive. Il était à l'étage pour se reposer. Bridget avait fermé sa porte et m'avait dit de lui laisser de l'espace, ce qu'elle avait commencé à faire tous les mercredis et jeudis maintenant que j'y pense. Et mon téléphone a sonné. La voix de Nathalie était fine. Pas effrayée, exactement. Fatiguée. Le genre de fatigue qui va au-delà de votre corps et dans vos os. Elle avait une infection dans la ligne du porc. Ils avaient dû interrompre la préparation pré-transplantation et commencer des antibiotiques par voie intraveineuse. « C'est un revers », a dit son médecin quand je l'ai appelé. « Pas une catastrophe, mais le calendrier devient serré. » Serré? Quel mot pour dire que votre sœur pourrait mourir si nous n'agissons pas plus vite. Je me suis assise à l'îlot de la cuisine et j'ai regardé le comptoir en granit, cette énorme dalle de pierre qui coûtait probablement 10 000 $. Et j'ai pensé à la façon dont le traitement entier de Nathalie coûtait 287 000 $ et que ce comptoir de cuisine aurait pu payer 1% de cela. Et puis j'ai pensé à la façon dont j'étais assise dans une maison avec un lustre dans le foyer, alors que ma sœur combattait une infection dans un lit d'hôpital à 45 minutes au sud de moi. Et la culpabilité. Dieu, la culpabilité. J'ai épousé cet homme pour de l'argent. Je ne l'embellis pas. Je ne prétends pas que c'était autre chose. J'ai signé un contrat et j'ai emménagé dans sa maison. Et chaque matin, je buvais du café à côté de lui. Et chaque soir, je disais « Bonne nuit ». Et j'ai tout fait parce que ma sœur avait besoin de 287 000 $. Et c'était la seule façon pour moi de l'obtenir. Et maintenant, je me souciais de lui. Vraiment, je me souciais pas de l'argent, de lui, de la tasse ébréchée et des livres naufragés et des pourboires de 20 $, et de la façon dont il écrivait « pas de coriandre » sur son petit bloc-notes, comme si c'était une information importante. Je me souciais de lui, et il allait de mal en pis, chaque mercredi, et j'avais un sentiment que je ne pouvais pas prouver, et une écharde que je ne pouvais pas atteindre, et une sœur qui manquait de temps. Clive est descendu ce soir-là. Il avait l'air terrible, gris, instable, tenant la rampe à 2 mains. Il m'a vue assise à l'îlot, et il n'a pas demandé ce qui n'allait pas. Il a juste tiré le tabouret à côté de moi, et s'est assis là pendant peut-être 10 minutes. N'a rien dit. Puis il a dit « C'est Nathalie ?» J'ai hoché la tête. « Elle ira bien. » Il a dit « Elle t'a. » Et j'ai failli craquer là, parce que cet homme gentil, tremblant, mourant, me réconfortait alors que quelqu'un dans sa propre maison était peut-être en train de le tuer. Pendant ce temps, Graham escaladait. Il avait appelé le bureau de Philip Lott 3 fois cette semaine, exigeant de voir le testament actuel. Philip lui a dit que c'était confidentiel, les instructions de Clive. Graham a laissé un message vocal sur le téléphone personnel de Clive, que j'ai entendu par accident, quand Clive l'a joué sur haut-parleur. « Papa, je t'en supplie. Ne laisse pas cette femme prendre tout ce pour quoi maman a travaillé. Tu ne réfléchis pas clairement. Ne réfléchis pas clairement. » C'était la théorie de Graham, que son père mourant avait été séduit par une chercheuse d'or de 29 ans. Ce serait insultant, si ce n'était pas si triste. Graham n'était pas une mauvaise personne. C'était une personne effrayée. Effrayée de perdre son père. Effrayée de perdre son héritage. Effrayée de cette étrangère dans la maison de sa mère.
et Bridget avait nourri chacune de ses peurs comme une femme jetant des bûches sur un feu. Mais je ne l'avais toujours pas vue. J'étais tellement occupée à regarder les pilules et à m'inquiéter pour Nathalie et à esquiver l'hostilité de Graham que je n'ai pas vu la femme qui se tenait derrière tout cela, attisant chaque flamme de la maison tout en souriant de ce sourire de hall d'hôtel. Pas encore, mais mercredi revenait. Et cette fois, j'allais y prêter attention. Mardi soir, 23h17. Clive dormait. J'entendais le léger grondement de son ronflement à travers le mur. Le genre de ronflement qui ressemble à une tondeuse à gazon essayant de démarrer dans un garage. Bridget était allée à son appartement, la maison de gardien convertie attachée au côté est de la propriété, qui était plus agréable que n'importe quel appartement que j'avais jamais loué. Mais c'est une autre plainte. Je suis restée au lit, à fixer le plafond. Le plafond de cette chambre d'amis avait une corniche. Une corniche décorative sur un plafond dans une chambre d'amis. J'ai grandi dans une maison où le plafond était juste un plafond plat, blanc, parfois qui fuyait. Mais bien sûr, mettons de petites fleurs sculptées là pour les invités, qui regardent en l'air en restant éveillés à 2 heures du matin à penser aux irrégularités pharmaceutiques. Cela relève vraiment la pièce. Je n'arrêtais pas de repenser au schéma. Lundi bien, mardi ralentissement, mercredi effondrement, jeudi le pire, vendredi rétablissement, dimanche, Bridget remplit l'organisateur, lundi nouveau lot. Et Bridget elle-même l'avait dit. J'ajuste les concentrations tout au long de la semaine. Et si l'ajustement n'était pas thérapeutique? Et si les capsules du milieu de semaine étaient plus lourdes que les autres et que la porte de la salle des médicaments était verrouillée? Toujours verrouillée. Sauf que ce n'était pas le cas. Pas ce soir. Je l'avais dépassée à 22h30 en allant chercher de l'eau. La porte était entr'ouverte. Peut-être d'1 pouce. Bridget avait reçu un appel téléphonique pendant le dîner. Quelque chose qui l'avait fait quitter la table en plein milieu d'une phrase, ce que je n'avais jamais vu faire en 3 semaines. Elle avait été secouée. Et apparemment, elle avait été assez secouée pour oublier le verrou. Je suis restée au lit pendant 47 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé chacune des minutes passées sur l'horloge de chevet, qui était l'une de ces horloges fantaisie sans chiffres, juste de petites lignes dorées. Donc, j'ai dû faire des calculs chaque fois que je vérifiais. Les riches rendent même le temps plus difficile qu'il ne devrait l'être. À 23h58, je me suis levée. Le couloir était sombre. Les sols étaient en parquet. D'origine, selon la visite de Bridget, restaurée en 2016, ce dont je me souviens parce qu'elle l'a dit, comme certaines personnes vous parlent des accomplissements de leurs enfants. J'ai marché en chaussettes lentement, comme une femme se faufilant dans la maison d'un milliardaire au milieu de la nuit. Ce qui, soit dit en passant, était exactement ce que j'étais. La porte de la salle des médicaments était toujours entr'ouverte. Je l'ai poussée. La charnière n'a pas grincé. Bien sûr que non, car tout dans cette maison était entretenu à un niveau qui aurait fait pleurer le concierge de mon immeuble. À l'intérieur, sur le comptoir, le mini-frigo bourdonnait doucement. 3 étagères de bouteilles disposées, avec la précision d'une exposition de musée, et l'organisateur de pilules hebdomadaires. L'un de ces grands avec des compartiments matin, midi, soir, et couché pour chaque jour, le genre que j'avais rempli 5000 fois chez CVS pour des clients qui m'appelaient « ma petite » et se disputaient leur copaiement. 4 ans à compter des comprimés d'hydrocodone et à vérifier les numéros NDC pour gagner ma vie. Et c'est là que ça paye. À minuit, dans la salle des médicaments d'un milliardaire, portant des chaussettes volées,
La vie a un sens de l'humour. Un sens de l'humour sombre et déroutant. J'ai ouvert le compartiment du matin de lundi en premier. 14 pilules et capsules, correspondant à la liste scotchée, à l'intérieur de la porte de l'armoire. Bridget était organisée. Je lui accorde cela. Air sodial pour le foie, acide oétolique, un statine, vitamine D, huile de poisson, un probiotique, des choses standards. Tout reconnaissable, tous aux bonnes doses. Et une capsule qui n'était pas sur la liste. Coque de gélatine blanche opaque. Aucune marque, aucun code d'impression. Chaque supplément et médicament commercial a une empreinte. Des lettres, des chiffres, un logo, quelque chose. Celle-ci n'avait rien. Elle était vierge. J'ai vérifié le compartiment de mardi. Même capsule non marquée. Matin et soir. Idem pour mercredi, idem pour jeudi. Mais quand j'ai pris la capsule de lundi, et puis celle de mercredi, une dans chaque main, celle de mercredi était plus lourde. Nettement plus lourde. Je ne parle pas d'une différence subtile que seul un scientifique remarquerait. Je parle du genre de différence que l'on ressent quand on a passé 4 ans à manipuler des capsules 8 heures par jour. Les lundis semblaient être une dose standard de 500 mg. Les mercredis semblaient être plus proches de 800. Les jeudis étaient les plus lourdes de tous. Quelqu'un variait la dose, chargeait les capsules du milieu de semaine, créant un cycle suffisamment bas le lundi et le mardi pour éviter de déclencher une crise aiguë qui l'enverrait aux urgences, suffisamment élevé le mercredi et le jeudi pour accélérer les dommages, puis diminuait du vendredi au dimanche pour le laisser récupérer, juste assez pour qu'aucun médecin ne voie autre chose que les hauts et les bas naturels d'une maladie chronique. C'était méthodique, c'était patient, et c'était brillant de la manière la plus horrible possible. J'ai ouvert la capsule de mercredi au-dessus d'une serviette en papier. La poudre à l'intérieur était fine, très fine. Plus fine que la plupart des compléments commerciaux, qui ont tendance à avoir une texture légèrement granuleuse. Et la couleur était étrange. Pas blanche, pas exactement. Une légère teinte jaunâtre comme du vieux papier. Si vous ne faisiez pas attention, vous ne le remarqueriez jamais. Mais j'ai remarqué que ce n'était pas un produit commercial. Quelqu'un avait composé cela, rempli la capsule à la main, et l'avait mise dans l'organisateur de pilules d'un homme mourant 2 fois par jour, tous les jours, avec la dose augmentée en milieu de semaine pour créer une courbe de déclin qui ressemblait exactement à une maladie progressive, faisant ce que font les maladies progressives. Attendez, cette partie me fait encore trembler les mains, même maintenant. Donnez-moi une seconde. D'accord. Je me tenais là, la capsule ouverte sur la serviette en papier. Mon cœur battait si vite. Je pouvais le sentir dans mes dents. Je ne savais même pas qu'on pouvait sentir un battement de cœur dans ses dents. Mais, apparemment, la peur débloque de nouvelles fonctionnalités dans le corps humain. Quand j'ai entendu la porte d'entrée, pas une porte qui se ferme, une porte qui s'ouvre. Bridget, mon cerveau a fait ce truc où le temps ralentit et accélère en même temps. J'avais peut-être 30 secondes. J'ai remis la poudre dans la capsule. La majeure partie. Mes mains tremblaient tellement que certaines ont volé sur la serviette en papier. Je l'ai refermée en la tordant, l'ai remise dans le compartiment de mercredi. J'ai fermé l'organisateur. J'ai plié la serviette en papier dans la poche de mon cardigan. Et je suis sortie de la pièce. J'ai tiré la porte pour la laisser entr'ouverte comme elle l'était. Je pense que j'espérais que j'agissais sous l'effet de l'adrénaline pure et des compétences organisationnelles d'une femme qui a travaillé dans le commerce de détail pendant les fêtes. Je suis allée à la cuisine. J'ai rempli un verre d'eau. Je me suis tenue au lavabo en le buvant comme une personne qui avait simplement soif et qui ne fouillait pas.
Vous savez, dans des substances contrôlées dans une pièce fermée à clé. Bridget est apparue dans l'embrasure de la cuisine. Elle portait un manteau. Elle était encore dehors, au téléphone. « Tu n'arrives pas à dormir ?» a-t-elle demandé. « Bouffée de chaleur », ai-je dit, ce qui était un mensonge. J'ai 29 ans, mais c'était la première chose qui m'est venue à l'esprit. Et Bridget, qui avait 54 ans, a hoché la tête comme si elle comprenait. Parfois, un mensonge fonctionne parce que l'autre personne veut qu'il fonctionne. « Et c'est la camomille », a-t-elle dit, et est retournée dans son appartement. Je suis restée debout à ce lavabo pendant encore 4 minutes. Mes jambes faisaient ce truc où elles donnent l'impression d'être faites de quelque chose qui n'est pas de l'os, comme des spaghettis trop cuits. Un comptoir en marbre italien moulé, avec une couronne très chère, des spaghettis trop cuits. Une chose que j'ai remarquée, une chose que je ne pouvais pas ignorer. Quand j'ai remis la capsule dans l'organisateur, j'ai heurté la bouteille de son sodiol sur la 2e étagère. L'ai tournée d'environ 15 degrés vers la gauche. Bridget avait arrangé ses bouteilles avec ses étiquettes face à l'avant, alignées sur le bord de l'étagère. Si elle regardait vraiment, elle le verrait. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, pas une minute. Je me suis allongée dans ce lit d'amis avec la moulure décorative et j'ai fixé le plafond et j'ai écouté Clive ronfler à travers le mur. Et j'ai pensé, quelqu'un empoisonne mon mari. Quelqu'un dans cette maison empoisonne un homme de 68 ans qui donne un pourboire au livreur d'épicerie et se souvient que je déteste la coriandre et qu'il le fait avec une capsule non marquée 2 fois par jour, chargée lourdement les jours où il s'effondre. Et si j'ai tort à ce sujet, je suis folle. Et si j'ai raison à ce sujet, je suis terrifiée. Et dans tous les cas, je suis seule à 1h du matin, dans une maison qui n'est pas la mienne. Pourtant le cardigan du mari d'une femme décédée. Le lendemain matin, j'ai attendu que Bridget apporte le plateau du petit déjeuner à Clive. Puis je suis retournée dans la pièce des médicaments. Elle l'avait verrouillé à nouveau. Mais elle gardait aussi un trousseau de clés de la maison dans un bol en céramique sur le comptoir de la cuisine. Parce que quand vous avez été la seule personne importante dans une maison pendant 17 ans, vous ne pensez pas que quelqu'un d'autre les utilise. J'ai pris 2 des capsules non marquées, une du mercredi matin, la plus lourde, et une du lundi matin, la plus légère. Je les ai mises dans un sac Ziploc de la taille d'un sandwich. Puis, j'ai pris 2 capsules d'huile de poisson dans la bouteille sur la 2e étagère. Taille similaire, poids similaire, enveloppe opaque similaire. Et je les ai mises dans les emplacements vides. Pas une correspondance parfaite, mais assez proche pour qu'un coup d'œil rapide à l'organisateur ne le remarque pas. Il faudrait les prendre pour sentir la différence. J'ai mis le sac dans mon sac à main. J'ai fermé l'organisateur. J'ai remis les clés. Puis, je suis allée à la cuisine et je me suis versé une tasse de café et j'ai mangé un yaourt et j'ai souri à Bridget quand elle est redescendue et a dit « Bonjour », comme si je n'avais pas volé de preuves, sur une scène de crime en portant un pantalon de pyjama avec des petits renards dessus. Je ne suis pas une détective. Je tiens à être très claire à ce sujet. Je suis une technicienne en pharmacie de Terre Haute, Indiana, avec une Kia cabossée et un compte courant qui contenait récemment $340. Mais je savais que ces capsules étaient fausses et je connaissais quelqu'un qui pouvait me dire ce qu'il y avait dedans. Dana était le genre d'ami qui vous sortirait de prison et vous crierait dessus tout le trajet du retour. Nous avions travaillé le même quart de travail chez CVS pendant 2 ans avant qu'elle ne déménage dans une pharmacie de composition indépendante
à Indianapolis, Meridian Herix, sur la 86e rue, entre un restaurant thaïlandais et un endroit qui vendait des cristaux. Elle avait 33 ans, franche comme un marteau, fumait des Camel Lights pendant ses pauses et avait dit un jour à un client qui se plaignait du temps d'attente que les produits pharmaceutiques ne sont pas des pizzas. On ne peut pas les avoir en 30 minutes ou c'est gratuit. J'ai conduit jusqu'à sa pharmacie un samedi matin, 90 minutes sur l'Isept, Makia faisant un bruit qui suggérait que la suspension avant avait des opinions sur les vitesses de l'autoroute. Je n'avais pas dit à Dana pourquoi je venais. J'avais juste dit « J'ai besoin que tu regardes quelque chose et je ne peux pas le faire par téléphone. » Elle m'a rencontré à l'arrière. Je lui ai tendu le sac Ziploc avec les 2 capsules. Elle a ouvert la plus lourde en premier. Mercredi a regardé la poudre, l'a sentie, a touché une minuscule quantité du bout de son doigt ganté et l'a frottée entre ses doigts. Puis, elle a ouvert celle de lundi, la même poudre, mais moins, nettement moins. Ce n'est pas commercial, a-t-elle dit. Quelqu'un les a fabriqués. La taille de ballon et les particules est trop constante pour un supplément en vrac et trop fine pour la plupart des gélules en vente libre. Et celui qui les a remplies a varié la quantité exprès. Celle-ci a presque le double de la charge. Où as-tu eu ça? Je lui ai raconté. La version courte. Mari milliardaire. Pièce de médicaments verrouillée. Capsule non marquée. Schéma de chargement en milieu de semaine. Dana a allumé une cigarette dans sa propre pharmacie, ce qui violait techniquement environ 4 réglementations, et m'a regardé. Il faut une analyse de laboratoire. Je ne peux pas identifier ça sur place. Il y a un laboratoire d'analyse clinique à Fizers qui fait la vérification des médicaments. Ils le feront en 5 à 7 jours ouvrables. Ça coûte $340. $340. Le montant exact qui se trouvait sur mon compte courant avant le mariage, ce qui donnait l'impression que l'univers écrivait une blague très évidente. Je l'ai payé. Il me restait $18 sur mon compte et une prière pour que le distributeur automatique du laboratoire accepte les pièces. Maintenant, c'est là que j'ai fait une erreur. Et je vous le dis parce que c'est une histoire de ce qui s'est réellement passé, pas une histoire de ma perspicacité. Je saute un peu. Laissez-moi revenir à ce mardi. Le mardi après avoir déposé les capsules au laboratoire, car c'est là que tout a failli s'effondrer. Pendant que j'attendais les résultats, mon cerveau a commencé à ruminer une autre théorie. Graham Arrove, le fils de Clive, l'homme avec la carte de visite, la Porsche, les mocassins sans chaussettes et le mobile très, très fort. Pensez-y. Graham croyait, parce que Bridget le lui avait dit, que son héritage avait été réduit. Il était furieux. Il venait toutes les 2 semaines, toujours sans prévenir. Et lors de sa dernière visite, il avait dit quelque chose à Bridget dans le couloir que j'avais entendu par la ventilation de la cuisine. Plus tôt ce sera fini, mieux ce sera pour tout le monde. Plus tôt ce sera fini, signifiant la mort de son père. C'est ce que j'ai entendu. C'est ce que ça ressemblait. Alors, j'ai fait quelque chose de stupide. J'ai commencé à enquêter sur Graham. J'ai vérifié les dates de ses visites par rapport aux pires épisodes de Clive. J'ai consulté ses réseaux sociaux pour des indices de voyage. L'homme postait tous les repas qu'il mangeait, ce qui rendait la surveillance facile, mais me faisait aussi perdre le respect pour lui en tant qu'être humain. Lors de sa prochaine visite, pendant qu'il dînait avec Clive et Bridget, je suis allée dans l'allée et j'ai fouillé sa voiture de location.
boîte à gants, console centrale, coffre. J'ai trouvé un sac de sport, un reçu d'un restaurant de steak à Indianapolis, 6 bouteilles d'eau vides et un livre d'auto-assistance intitulé « Reclaim Your Legacy » qui n'avait jamais été ouvert. Pas de pilule, pas de poudre, aucune preuve de quoi que ce soit, sauf un goût médiocre pour la littérature. J'ai recoupé ses relevés de vol. Il avait envoyé son itinéraire par email à Clive, et l'email de Clive était ouvert sur l'ordinateur du bureau avec les pires mercredis de Clive. Il ne correspondait pas. 3 des 5 pires épisodes se sont produits lorsque Graham était à Scottsdale. Il était en avion ou en Arizona pendant la majeure partie du schéma. Impasse. 1 semaine et demie à surveiller la mauvaise personne. 11 jours que j'aurais pu passer à prêter attention à celle qui comptait vraiment. Et c'est là que Bridget a fait son coup. Voyez-vous, Bridget avait remarqué, pas ce que j'avais trouvé. Elle ne savait rien des capsules ni du laboratoire, mais elle avait remarqué le changement en moi, la façon dont je m'attardais pendant les heures de prise de médicaments, la façon dont je la regardais préparer l'organisateur, la façon dont j'ai commencé à poser des questions sur la routine de suppléments de Clive. Des questions anodines, mais trop nombreuses. Bridget avait survécu 17 ans dans cette maison, en lisant les gens comme certains lisent la météo. Et elle m'a lu. Elle ne m'a pas confrontée. Ce n'était pas le style de Bridget. Le style de Bridget était le couteau lent. Le couteau que vous ne sentez pas avant de regarder en bas et de vous demander pourquoi votre chemise est rouge. Premièrement, elle a dit à Clive, de manière décontractée au petit déjeuner, que je semblais épuisée et pas tout à fait moi-même ces derniers temps. Elle a semé l'idée que j'étais fragile, peu fiable, pas quelqu'un dont les observations devraient être prises au sérieux. Deuxièmement, elle a mentionné à Graham, lors de l'un de leurs appels téléphoniques de plus en plus fréquents, que je pouvais entendre à travers les murs, parce que l'appartement de Bridget partageait une ventilation avec la bibliothèque, et je ne pense pas qu'elle sache que Rachel fouillait dans les pièces de la maison. Pas un mensonge, pas exactement. Juste assez pour que Graham pense que je cherchais des objets de valeur. Pas des preuves. Troisièmement, elle a changé le calendrier des médicaments. Elle a déplacé les pilules du matin de Clive de la cuisine, où je pouvais les voir à son propre appartement. C'est plus facile comme ça, a-t-elle dit à Clive. Moins de perturbations pour votre matin. Clive, qui faisait confiance à Bridget comme on fait confiance à la gravité, a accepté. Et juste comme ça, j'étais aveugle. Je ne pouvais pas observer les pilules. Je ne pouvais pas regarder la routine. La seule fenêtre que j'avais sur ce qui arrivait à Clive a été murée par une femme qui souriait en le faisant. Puis le jeudi est arrivé. Graham est revenu, sans prévenir. Bien sûr, l'homme n'avait jamais entendu parler d'un appel téléphonique de sa vie. Il est entré dans la cuisine où Clive et moi prenions notre café du matin. Les mains de Clive tremblaient autour de sa tasse bleue ébréchée. Mes mains étaient instables, mais mon estomac était noué. Et il a dit fort, avec Bridget debout dans l'embrasure de la porte qui regardait. « Je veux savoir ce que tu as fait dans cette maison. Je veux savoir ce que tu cherches, et je veux le savoir tout de suite. » Clive m'a regardé, confus, blessé, peut-être comme s'il espérait que je dirais quelque chose qui ferait disparaître ça. Je ne pouvais pas leur dire, pas sans preuve. Si je disais, je pense que Bridget t'empoisonne avec rien d'autre qu'une intuition et un sac Ziploc dans un laboratoire à Feathers, j'aurais l'air exactement comme ce que Bridget leur disait. J'étais instable, paranoïaque, pas tout à fait moi-même.
Bridget le nierait. Graham appellerait ses avocats. Philippe devrait être impliqué. Et Clive. Clive pourrait les croire parce qu'il connaissait Bridget depuis 17 ans et il me connaissait depuis 5 semaines. Alors j'ai dit... Je cherchais le mot de passe Wi-Fi pour le réseau invité. Je ne le trouvais pas. Graham m'a regardé. L'expression de Bridget n'a pas changé. Clive a dit « C'est sur le frigo, chérie. » Sur la petite carte. « Chérie » m'a-t-il appelé. « Chérie » devant son fils, qui pensait que je le volais devant la femme qui le tuait. Et j'ai dû sourire et dire « Oh, merci » et prendre une gorgée de café. Pendant que tout mon corps hurlait, je suis arrivée à ma voiture, le garage. Porte fermée, moteur éteint, fenêtre levée. Je suis restée assise là pendant 40 minutes. J'ai appelé Nathalie. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Elle le faisait toujours, même depuis l'hôpital parce que nous avions passé un pacte quand elle a été diagnostiquée. Que nous répondions toujours à nos appels. J'ai ouvert la bouche pour parler, et rien n'est sorti. Pas un mot, pas un son. Juste cette chose étrange de halètement que je pense était des pleurs. Mais, honnêtement, cela aurait pu être une crise de panique ou les deux. Ils se sentent de la même manière quand vous êtes dans une voiture garée, dans un garage à Zanesville, à 11 heures du matin, en mangeant des crackers Ritz, dans une boîte que vous avez trouvée dans votre boîte à gants. Pas mon pire moment, mais il est entré dans le top 5. « Rat », a dit Nathalie. « Rat, parle-moi. » Je ne pouvais pas. Je suis restée assise là, des miettes de crackers sur mes genoux, le téléphone appuyé contre le volant, pleurant ou respirant ou quoi que ce soit. J'ai pensé à conduire. Juste conduire. Vers le sud sur l'I-65 jusqu'à l'appartement de Nathalie, à Bloomington. Emporter ce que je pouvais porter. Prendre un bus Greyhound n'importe où. Laisser Bridget avoir la maison. Laisser Graham avoir ses soupçons. Laisser Clive non. Pas laisser Clive. C'était le mur. C'est là que le fantasme de fuite a heurté le mur de briques et s'est effondré. Parce que si je partais, personne ne saurait pour les capsules. Personne ne remettrait en question le schéma du mercredi. Personne ne regarderait la pièce de médicaments verrouillée et ne penserait « Pourquoi est-ce que la seule porte verrouillée qu'est de la maison ?» Clive continuerait à décliner. Ses médecins documenteraient la progression de sa maladie hépatique. Et dans 6 mois, ou 4 ou 2, il mourrait. Et Bridget se tiendrait à ses funérailles et pleurerait des larmes qui sembleraient réelles et collecterait ce qui resterait de son héritage. Et personne ne le saurait. Tu es la seule personne qui veille sur lui. Rat, a dit une voix, fine et fatiguée depuis son lit d'hôpital, portant plus de poids qu'une voix aussi fragile ne devrait pouvoir en supporter. Si tu pars, personne ne le fera. J'ai essuyé mon visage avec une boîte de crackers Ritz, qui, pour mémoire, n'est pas du tout absorbante. 0 étoile. Je suis retournée à l'intérieur, et puis l'hôpital a appelé le coordinateur de transplantation de Nathalie. Le donneur compatible, celui qu'ils avaient passé des mois à trouver, était soumis à un calendrier. Le donneur avait d'autres engagements. Si la procédure de Nathalie n'était pas programmée et le paiement confirmé avant vendredi, il devrait annuler la compatibilité et recommencer la recherche. Recommencer la recherche d'un donneur non apparenté compatible, ce qui leur a pris 9 mois la première fois. J'ai appelé Philippe Lott. Le paiement, j'ai dit le virement pour le traitement de Nathalie. Où est-il en cours de traitement? Philippe a dit que la conformité bancaire l'avait signalé pour examen.
procédure standard pour les transferts de plus de 200 000 $. Combien de temps? Cela devrait être réglé d'ici jeudi, vendredi au plus tard. Vendredi au plus tard, le même vendredi qui était la date limite. J'ai raccroché et j'ai pressé mon front contre le comptoir de la cuisine, celui en granit à 10 000 $, et j'ai fermé les yeux, et j'ai pensé « D'accord, d'accord, les résultats de laboratoire arriveront cette semaine. Le paiement sera effectué d'ici vendredi. Nathalie sera en sécurité, et ensuite je m'occuperai de Bridget. Mais je dois tenir le coup jusqu'alors. Je dois être normale. Je dois sourire au petit déjeuner, et dire bonne nuit, et agir comme si tout allait bien pendant 4 jours de plus. 4 jours de plus à regarder une femme dont j'étais de plus en plus certaine qu'elle tuait mon mari préparer ses médicaments derrière une porte verrouillée pendant que son fils m'accusait de vol et que la vie de ma sœur dépendait d'un examen de conformité bancaire. 4 jours. Je me suis redressée. J'ai essuyé mes yeux. J'ai lissé mes cheveux. Je suis retournée à la cuisine. Je me suis fait une tasse de thé. Et quand Bridget est entrée et a dit « Tu te sens mieux ?» J'ai souri et j'ai dit « Beaucoup, merci. » Bridget m'a souri en retour. Ce sourire de hall d'hôtel. Et pour la première fois, j'ai vu ce que c'était. Pas de l'indifférence, pas du professionnalisme, du camouflage. 6e jour. Dana a appelé à 4h13 de l'après-midi. J'étais assise dans la bibliothèque, celle avec l'échelle de tentative de meurtre, faisant semblant de lire un livre sur la baie de Chesapeake sur lequel je fixais depuis 20 minutes sans traiter un seul mot. Mon téléphone a vibré. Le nom de Dana. Je suis sortie sur le porche arrière, j'ai fermé la porte et j'ai répondu. Rat. La voix de Dana était plate. Pas en colère, pas effrayée. Clinique. La voix qu'elle utilisait quand elle était sur le point de vous dire quelque chose que vous deviez entendre assis. Le laboratoire est revenu. Dis-moi, ce n'est pas un supplément, c'est de la culticine. Culticine, je connaissais le mot. Tous les techniciens de pharmacie connaissent que le mot. C'est un médicament contre la goutte. Anti-inflammatoire utilisé à faible dose, mais à dose plus élevée et soutenu dans le temps, il est hépatotoxique. Il détruit le foie lentement, progressivement d'une manière qui ressemblerait sur papier, exactement à la progression naturelle de la cholangite biliaire primitive. Les 2 capsules avaient des charges différentes. Dana a dit que la plus lourde, celle du mercredi, contient environ 3 mg. La plus légère, celle du lundi, en contient environ 1,5. Quiconque fait cela est en train de faire un cycle de la dose, le frappant fort en milieu de semaine, le relâchant à la fin. Cela imite la fluctuation naturelle d'une maladie chronique. Ces médecins verraient des hauts et des bas sur les bilans hépatiques et penseraient « c'est juste comme ça que la maladie fonctionne ». Mais ce n'est pas la maladie, c'est le schéma posologique. Je me suis assise sur les marches du porche. L'air d'octobre était vif. Quelque part dans le quartier, un chien aboyait. Ce sont les choses dont on se souvient quand son cerveau essaie de contenir quelque chose de trop grand pour lui. Les petites choses, le chien, la marche froide sous mes cuisses, une feuille qui a atterri sur ma chaussure. « Quelle est la certitude du laboratoire ?» j'ai demandé. 100%. Assez doses cumulatives pour une personne souffrant déjà d'une maladie hépatique pendant des semaines ou des mois. C'est une condamnation à mort qui ressemble à la nature. Si cela ressemble à un film, je vous promets. Dans les films, l'héroïne ne passe pas 3 nuits à chercher sur Google
des substances hépatotoxiques, tout en mangeant des céréales directement dans la boîte à 1h du matin. Dans les films, il y a de la musique dramatique et un zoom lent. Dans la vraie vie, il y a une femme assise sur les marches d'un Porsche en chaussettes, empruntée, essayant de se souvenir comment respirer normalement pendant qu'un beagle aboie à 3 maisons de là. J'ai appelé Philippe Lott. Je lui ai tout dit. Le schéma, les capsules, la pièce verrouillée, les doses variables, les résultats de laboratoire. J'ai dit le nom. Bridget Kellner. Philippe a été silencieux pendant exactement 4 secondes. J'ai compté. Puis il a dit « Ne la confronte pas. Ne change rien. N'agis pas différemment. J'appelle l'hépatologue de Clive et j'appelle le bureau du procureur du comté de Boone. Peux-tu venir à mon bureau demain matin à 9h? Oui. Apporte le rapport de laboratoire. Ouais. Et Rachel, il a marqué une pause. Tu as bien fait. C'était la première fois que quelqu'un dans tout ce désordre me disait que j'avais bien fait. Je me suis assise sur ce Porsche et j'ai pleuré pendant environ 90 secondes. Puis, j'ai été arrêtée parce que j'avais des choses à faire et un nombre limité de larmes allouées par crise, et j'en avais déjà utilisé la plupart dans le garage, avec les Cracker Rights. Cette nuit-là, mercredi soir, j'ai regardé Bridget apporter à Clive ses médicaments du soir dans son appartement. Elle est sortie avec un plateau vide. Il est sorti 40 minutes plus tard, déjà pâle, commençant déjà le déclin, le jour de la forte dose. Et j'ai souri à tous les deux. Et j'ai dit « bonne nuit ». Et je suis allée dans ma chambre. Et je me suis allongée dans mon lit, vibrant d'une rage si complète qu'elle revenait au calme, comme de l'eau bouillante qui dépasse la vapeur, pour devenir quelque chose de calme et de dangereux. Jeudi matin, au bureau de Philippe, il y avait un détective du bureau du shérif du comté de Boone. Il y avait l'hépatologue de Clive, le docteur Anderson, une femme aux cheveux gris courts et aux lunettes, qui a regardé les résultats de laboratoire, puis m'a regardé et a dit « Cela explique les anomalies dans ces analyses de sang que j'attribuais à la progression de la maladie. Le taux de déclin était plus rapide que prévu. Je l'ai noté dans son dossier il y a 3 mois, mais je n'avais aucune raison de suspecter une cause externe il y a 3 mois. » Mais l'équipe de Philly, en examinant les dossiers de Bridget, a remonté plus loin que cela. Voici ce qu'ils ont reconstitué, et voici où le calendrier est important. Lorsque Philippe a d'abord abordé Clive au sujet de l'arrangement de mariage, des mois avant que je n'entre dans l'image, la première chose que Philippe a faite a été de rédiger un nouveau testament, procédure légale standard. Si Clive allait se marier, le plan successoral devait être mis à jour avant la cérémonie. Philippe a préparé l'amendement. Clive l'a examiné et il est passé par l'équipe successorale. Le Nouveau Testament attribuait 1,2 million et la maison d'hôte à la future épouse, réduisant la part de Bridget de 3,4 millions, plus le lac Pasky, à 800 000 $ sans propriété, et laissant à Graham 60% intact. Bridget a découvert qu'elle gérait la maison de Clive, son courrier, son calendrier. Elle a vu le rendez-vous chez l'avocat. Elle a entendu un appel téléphonique. Ou peut-être a-t-elle lu un document laissé sur le bureau de son étude. Peu importe comment. Ce qui compte, c'est qu'elle était au courant du changement de testament des semaines avant que je ne mette les pieds dans cette maison, des semaines avant le mariage. Et c'est là que les capsules ont commencé. Au moment où j'ai emménagé, le déclin de Clive s'était déjà accéléré, au-delà de ce que sa maladie seule aurait produit.
le pronostic de 6 à 9 mois que ses médecins lui avaient donné. Cette estimation a été faite alors que Bridget l'empoisonnait déjà. Sa maladie réelle, laissée seule, aurait progressé sur des années. Mais ses médecins ne connaissaient pas la colutrézine. Ils voyaient les bilans hépatiques décliner de plus en plus rapidement. Et ils ont ajusté le calendrier vers le bas, 6 à 1 mois, sur la base de chiffres que Bridget fabriquait. L'arrangement de mariage entier, l'urgence, le cadre « il meurt bientôt » était construit sur un pronostic empoisonné. Bridget n'a pas seulement essayé de tuer Clive. Elle a fixé le calendrier qui m'a fait entrer dans la maison. Elle a créé les conditions de son propre problème, puis a essayé de le résoudre en accélérant le meurtre. 4,45 millions de dollars. C'est ce que Bridget risquait de perdre lorsque ce testament a été modifié. Et plutôt que de l'accepter, elle a décidé de s'assurer que Clive meure, avant que cela n'ait d'importance, avant que le mariage ne soit finalisé, ou s'il était finalisé, avant que quiconque ne puisse remarquer la divergence entre son déclin naturel et ce qui se passait réellement. Elle n'essayait pas de le tuer par haine. Elle essayait de le tuer selon un calendrier. Le détective m'a interrogé sur l'accès, sur la routine de Bridget, sur la porte verrouillée. Je lui ai tout dit. Le docteur Anderson a confirmé que la colutchéine aux doses indiquées par le laboratoire. Le cycle entre 1,5 et 3 mg par jour produirait des symptômes indiscernables de la cholangite biliaire primitive avancée, fatigue progressive, nausées, confusion cognitive, tremblements, jaunisse. Les mêmes symptômes que Clive présentait, les mêmes symptômes que ses médecins documentaient comme un déclin attendu. La posologie variable expliquait parfaitement le cycle hebdomadaire. Des doses plus lourdes en milieu de semaine provoquant des effondrements. Des doses plus légères le week-end permettant un rétablissement partiel. Tout cela invisible dans le bruit d'une maladie chronique. Philippe a passé un autre appel. Le virement pour le traitement de Nathalie. Il avait été réglé jeudi à 23h14. Confirmé. La procédure de Nathalie était programmée. Je me suis assise dans ce fauteuil en cuir de ce bureau chic et j'ai expiré un souffle que je pense avoir retenu pendant 5 semaines. Nathalie était en sécurité. L'argent était passé. Quoi qu'il arrive ensuite, c'était fait. Maintenant, je pouvais m'occuper de Bridget. Vendredi après-midi, 14h, la maison à Zanesville. Ils n'ont pas envoyé une équipe du SWAT. Il n'y a pas eu d'entrée dramatique. Un détective, un officier en uniforme, Philippe Lott et le docteur Anderson sont arrivés ensemble. Je les ai fait entrer. Clive était dans la bibliothèque. Bridget était dans la cuisine, en train de préparer son plateau de médicaments de l'après-midi. Philippe a demandé à Clive de les rejoindre dans le salon. Puis il a demandé à Bridget. Bridget est entrée en s'essuyant les mains sur un torchon. Le sourire de hall d'hôtel était pleinement affiché. Elle s'est assise sur le bord d'un fauteuil, le même fauteuil dans lequel elle s'était assise chaque soir pendant 17 ans. Le détective a posé des questions sur la routine des médicaments, sur l'organisateur de pilules, sur les capsules non marquées. Bridget ne broncha pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tous les médicaments de Clive sont prescrits par ses médecins. Je les ai simplement organisés. Le détective posa le rapport de laboratoire sur la table basse. Bridget le regarda, ne le toucha pas. Culticine, dit le détective. Dose variable, 1,5 à 3 mg par capsule, 2 fois par jour. Trouvée dans des capsules qui ne figurent sur aucune liste de prescription, préparée à la main et placée dans l'organisateur de médicaments quotidiens de M. Hargrove,
selon un schéma conçu pour imiter la progression naturelle de sa maladie hépatique. Bridget me regarda, pas le détective, pas Philippe, moi. Et pour la première fois, le sourire du hall de l'hôtel avait disparu. Ce qui l'avait remplacé était quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage auparavant. Pas de la peur. Exactement. Du calcul. Les mathématiques mentales rapides d'une femme qui vient de réaliser que les murs se referment et qui essaie de trouver la dernière porte. « Elle les a mis là », dit Bridget, en me désignant. « Elle a accès à la cuisine. Elle a fouillé dans les pièces de la maison. Graham vous le dira. Demandez à Graham. Graham que Philippe avait appelé 1 heure plus tôt. Graham, qui était dans un avion de Scottsdale, à ce moment précis. Graham, à qui Philippe avait dit pour la première fois que son héritage n'avait jamais été modifié. Que les 60% étaient exactement là où ils avaient toujours été. Que Bridget lui avait menti, mais Bridget ne le savait pas encore. Clive était assis sur sa chaise. Ses mains tremblaient. Elles tremblaient toujours maintenant. Il regarda Bridget avec une expression que je n'oublierai jamais de ma vie. Pas de la colère, pas de la trahison, de la confusion. La confusion d'un homme qui a fait confiance à quelqu'un pendant 17 ans et qui voit cette confiance se dissoudre comme du sucre dans l'eau. « Bridget, » dit-il doucement, « c'est toi qui as fait ça ?» Elle ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit à nouveau. Rien ne sortit. Comme un poisson qu'on vient de sortir du lac Michigan et de poser sur le quai. 3 fois, 3 ouvertures silencieuses. 17 ans à gérer la vie de cet homme. Et elle ne pouvait pas formuler une seule phrase. La police a fouillé l'appartement de Bridget. Dans le placard au-dessus de son lavabo personnel, ils ont trouvé un sac de poudre de colchicine en vrac, commandé en ligne auprès d'une entreprise de fournitures chimiques, sous un nom que je n'avais jamais entendu. Une machine à remplir les capsules, manuelle, du même type que Dana avait dans sa pharmacie de préparation. Un ordinateur portable. L'historique de recherche sur cet ordinateur portable incluait le calendrier de la toxicité hépatique de la colchicine. Combien de temps avant que la colchicine ne provoque une insuffisance organique, la colchicine apparaît-elle dans les analyses sanguines standards et la dose cumulative de colchicine et la maladie hépatique? Elle avait googlé ça. Elle avait vraiment googlé ça sur son propre ordinateur portable connecté au Wi-Fi de la maison. Le Wi-Fi dont le mot de passe était sur une petite carte sur le réfrigérateur. Ma grand-mère disait « Le Seigneur protège les imbéciles et les jeunes enfants ». Je pense qu'elle aurait pu ajouter « et les meurtriers qui ne savent pas utiliser le mode incognito ». L'équipe de Philippe, désormais avec un accès complet au registre financier de Bridget, grâce à l'enquête criminelle, a trouvé autre chose. Au cours des 9 dernières années, Bridget avait détourné des fonds des comptes du ménage. Factures de fournisseurs fantômes. Une entreprise d'aménagement paysager qui n'existait pas, un service de nettoyage sans employés, des paiements d'entretien trimestriels à une adresse qui s'est avérée être une boîte postale qu'elle contrôlait. 211 000 $ sur 9 ans. Des montants suffisamment petits pour que les comptables ne les aient jamais signalés. Suffisamment importants pour lui acheter une vie très confortable dans l'ombre d'un milliardaire. Les 800 000 $ qu'elle devait encore hériter, révoqués. Philippe a déposé l'amendement cet après-midi-là. Des accusations criminelles, tentative de meurtre au 1er degré, détournement de fonds, abus sur personne âgée. Sa défense juridique lorsqu'elle en aurait enfin une, mangerait chaque dollar qu'il lui restait.
Le lac de Pasquis qu'elle avait déjà perdu lorsque Clive s'est remarié. Les 3,4 millions qu'elle avait avant que le testament ne soit modifié ont disparu le jour où Philippe a rédigé l'amendement. Les 211 000 $ qu'elle avait volés ont été récupérés. Bridget Kellner est passée de la personne la plus puissante dans la vie de Clive Harrove à accusée dans l'affaire de l'État de l'Indiana contre Kellner. Et la femme qui l'a fait tomber n'était pas un détective, ni un avocat, ni un toxicologue légiste. C'était une technicienne de pharmacie de Terre Haute qui a reconnu la mauvaise couleur de poudre à 2 heures du matin parce qu'elle avait passé 4 ans à regarder des pilules sous des lumières fluorescentes pendant que les gens se plaignaient de leur assurance. Graham a atterri à l'aéroport international d'Indianapolis à 18h40. Philippe l'a rencontré à l'aéroport. Lui a tout dit. Je n'étais pas là pour cette conversation. Mais Philippe m'a dit plus tard que Graham s'était assis dans l'aire de restauration du terminal pendant 30 minutes sans parler. Puis il a dit « Bridget m'a dit que Rachel avait changé le testament. Elle m'a dit que je perdais tout. Elle a menti. » Philippe a dit « Je le sais maintenant. » Graham est venu à la maison le lendemain matin. Il se tenait dans la cuisine, le même couloir où il avait fait glisser la carte de visite de son avocat sur la table 5 semaines plus tôt. Et il m'a regardé et a dit « Je vous dois des excuses. » Plusieurs, en fait. J'ai dit « Vous m'en devez environ 6, mais qui compte? Commencez par une et nous verrons. » Il a failli sourire. Presque. C'était la première fois que je voyais son visage faire autre chose qu'un froncement de sourcils. Et honnêtement, c'était une amélioration. Il devrait essayer plus souvent. Peut-être sans les mocassins sans chaussettes, mais les petits pas. 2 mois plus tard, la fonction hépatique de Clive s'était stabilisée. Pas guérie. La cholangite biliaire primitive ne régresse pas. Mais sans la colchicine qui accélérait les dommages, sa maladie réelle faisait ce qu'elle faisait depuis le début, avant que Bridget n'intervienne, progressant lentement, gérable avec un traitement approprié. Son hépatologue, le docteur Anderson, a effectué un bilan complet et nous a reçus tous les deux dans son bureau. L'estimation de 6 à 9 mois était basée sur un taux de déclin qui n'a jamais été réel. Elle a dit que sa maladie seule, correctement gérée, nous met dans une conversation très différente. Nous parlons d'années. Le pronostic qui a construit tout l'arrangement, l'urgence, le calendrier, la raison pour laquelle Philippe m'a appelé en premier lieu, avait été un mensonge écrit dans des chiffres d'enzymes hépatiques par une femme, avec une machine à remplir les capsules et une rancune. Ses mains tremblaient toujours, mais moins, et il buvait toujours de cette tasse bleue ébréchée chaque matin. Et quand j'ai suggéré de lui acheter une nouvelle tasse, il m'a regardé comme si je lui avais fait une demande en mariage. Nous avons rasé la bibliothèque. La greffe de Nathalie a eu lieu 3 semaines après la procédure. Elle m'a envoyé une photo de son lit d'hôpital à Indianapolis. Son visage gonflé par les stéroïdes, ses cheveux en chignon sur sa tête, une main tenant une tasse de gelée verte, l'autre faisant un pouce levé. Elle avait écrit en dessous « Dites à votre riche mari que son argent a acheté la pire gelée que j'ai jamais goûtée, et je veux un remboursement. » Je l'ai montré à Clive. Il a tellement ri qu'il a renversé son décaféiné. L'arrangement, le mariage de convenance, le contrat, la transaction était techniquement remplie. Le traitement de Nathalie était financé. Le minimum de 12 mois n'était pas encore arrivé,
Mais Philippe a dit que les termes pouvaient être renégociés si les deux parties étaient d'accord. Il l'a dit avec cette voix d'avocat, celle qui fait que tout sonne comme une clôture immobilière. Clive et moi n'avons pas renégocié. Nous n'avons pas discuté du contrat. Nous n'avons pas eu de conversation sur ce que nous étions, ce que cela signifiait ou où cela allait. Nous avons juste continué. Café du matin, ses livres sur les naufrages. Ma tasse, pas aujourd'hui. Il avait commencé à marquer les pages qu'il pensait que je trouverais intéressantes. De petits post-it jaunes, avec des résumés en une ligne. Bon naufrage, mutinerie impliquée. Comme si c'était une chose normale à laisser dans un livre pour votre femme contractuelle. Ce n'était pas une histoire d'amour. Philippe avait raison à ce sujet au début. Ce n'était pas une histoire d'amour. C'était quelque chose de plus difficile à nommer, et peut-être de mieux pour ne pas avoir de nom. C'était deux personnes qui se sont présentées l'une pour l'autre quand aucune n'était obligée de le faire. C'était un homme de 68 ans qui écrivait « Pas de coriandre » sur un bloc-notes et une femme de 29 ans qui ouvrait une capsule à minuit parce qu'elle ne supportait pas l'idée que quelqu'un lui fasse du mal. Mon compte courant avait plus de 340 $ maintenant, beaucoup plus. Mais le chiffre qui comptait le plus pour moi était celui du dernier bilan sanguin de Nathalie. Et il allait dans la bonne direction. En octobre, à Zanesville, les arbres le long de la limite arrière de la propriété avaient changé de couleur. Les érables devenaient orange et rouge. Un chêne obstiné gardait encore du vert, comme s'il n'avait pas reçu le mémo. J'étais assise sur le porche arrière. La soirée était assez fraîche pour un pull. Le cardigan de Clive, en fait, que j'avais arrêté de prétendre que j'allais rendre. C'était le mien maintenant. La possession vaut 9/10 de la loi. Et l'autre 10e, c'est qu'il ne l'a jamais demandé en retour. À travers la porte moustiquaire, j'entendais Clive à l'intérieur tourner des pages. Le son doux et rythmique d'un homme lisant un naufrage du XVIIIe siècle dans une maison qui était enfin à nouveau en sécurité. Mon téléphone a vibré sur l'accoudoir. Nathalie. Une autre photo. Celle d'elle debout dans le couloir de l'hôpital, souriante, tenant une perfusion comme si c'était un partenaire de danse. J'ai regardé la photo pendant longtemps, puis j'ai posé le téléphone sur l'accoudoir, face vers le haut. Je ne l'ai plus vérifié. Je n'en avais pas besoin. Merci d'être là jusqu'à la fin. Cela signifie plus pour moi que vous ne le savez. Une autre histoire est déjà disponible sur votre écran. Allez-y et cliquez dessus. Je vous y retrouverai.